On continue. Si on arrivait à améliorer notre technologie de la réforme et à avoir des politiques publiques véritablement transversales et intelligentes, on irait là-dessus, sur la recherche académique. Je veux parler également de la charte de l'investissement. La charte de l'investissement actuelle 1995, octobre 1995, elle date exactement un mois avant la première connexion Internet ADSL qui a eu lieu au Maroc. Donc on est dans un autre siècle. J'ai pris l'exemple de l'Internet, mais il y a d'autres choses. Par exemple, la charte de l'investissement, c'est aussi un document qui vous donne une idée du surmoi économique, de ce modèle de développement qu'on recherche. Quand vous lisez la charte de 95, bon, Internet n'existe pas parce que c'est hors sujet, vous avez les exonérations pour l'agriculture, qui date de 1984, qui a été une des décisions qui a fait que on n'a pas pu avoir une orientation disons des surplus agricoles pour financer un décollage industriel. C'est aussi ça qui s'est passé. Donc, dans cette charte aussi, vous avez la priorité donnée à l'immobilier ou au BTP, qui avait deux fonctions, qui étaient un, intensif en main-d'œuvre, et deux, combler le déficit en logement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le déficit en logement. On était à 1 million, 1,5 million, on est à, je dis une bêtise, 300 000, 500 000, quelque chose comme ça. Donc on n'est plus dans le même ordre d'idées. Donc ce chantier de refaire une nouvelle charte de l'investissement, il est très important. Je pense que la parenthèse de l'exonération fiscale généralisée pour le secteur agricole a été fermée en 2014, après 30 années d'exonération. Il faut imaginer ce que ça veut dire en termes d'impact économique. Il y a eu la mise en place d'un plan comptable agricole en 2016, si je ne me trompe pas. Donc il y a cette dépense fiscale de l'agriculture qui est les mailles du filet sont en train de se resserrer. Voilà peut-être une piste pour financer les 20 milliards. Peut-être. Je vous arrêter, mais franchement, je ne peux pas. Tu vas prendre la parole. Pas sans problème. Donc il y a l'agriculture, c'est en train de... Là, peut-être. Moi, ça m'intéresse de comprendre. Hein, ça m'intéresse vraiment. Moi, je vois, en tant que citoyen, je me dis, OK, il y a ce plan comptable, cette fiscalité qui est en train de peut-être d'émerger, de bourgeonner, je ne sais pas. On peut se mettre d'accord là-dessus. Il y a la question de la dépense fiscale sur l'immobilier, on vient d'en parler. Techniquement, l'exonération pour l'immobilier social devrait s'éteindre en 2020. Je parle techniquement, je n'ai pas dit politiquement, ça je ne sais pas. Et il y a cette nouvelle incitation économique qu'on est en train de créer, qui est la fiscalité industrielle. De dire 0% sur 5 ans pour les activités industrielles et plein d'autres choses, parce qu'il y a le statut de l'exportateur indirect, il y a le statut de zone franche, etc. Donc on est en train de créer une incitation, une carotte fiscale importante pour le secteur industriel, et on est en train, plus ou moins, de laisser s'éteindre naturellement celle sur l'agriculture et celle sur l'immobilier. Donc là, cette tectonique que je viens de vous décrire, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'émergence, le début des premiers signes d'un nouveau modèle de développement. Peut-être. Est-ce que c'est le bon? Il se trouve que mon avis, c'est que c'est le bon, mais on peut en discuter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la recherche académique, qu'on parle de données et qu'on teste et qu'on itère à chaque fois. Donc ça, c'était le mot que je voulais toucher sur la charte de l'investissement. Autre chose, si on avait de la recherche académique de très haut niveau, le premier sujet, moi, qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que moi, je vais au Parlement les lundis et mardis. Il y a un sujet qui revient, on n'en a pas parlé ici, c'est la justice territoriale. La Adal el-Majalia, c'est un sujet mais énorme, monstrueux. Et je ne vois pas de solution, si ce n'est peut-être de voir, est-ce qu'il serait possible de créer un cadre de dialogue social qui soit régional pour éventuellement, vous parliez est-ce que le politique est capable d'avoir les idées et de les mettre en œuvre? Voilà une idée. Vous dites on va faire un SMIG régional. OK, il faut faire accepter cette décision. Et il faut que les gens qu'ils aient l'impression que c'est eux qui ont eu l'idée. Vous ne pouvez pas arriver de haut et de dire on va faire un SMIG. En plus, politiquement, ce n'est pas très explicable. Donc voilà un cas
précis, le SMIC régional, comment on fait? Est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée, comment on peut le mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut attendre que les partis politiques s'emparent de la question? Ou alors est-ce que c'est à un autre niveau de gouvernance que ça doit se passer? Ce sont des questions ouvertes. Moi, je n'ai pas de réponse, j'ai que des questions aujourd'hui. Le dernier point que je voulais... Bon, on n'a pas eu le temps de parler c'est très très important, la question de l'informel. C'est immensément important, on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. Je vais juste faire un peu de name dropping. Il y a un économiste qui pour moi est un peu un des plus importants de ce siècle, c'est Hernando de Soto, c'est un économiste péruvien, qui a des développements très intéressants sur la question de l'informel et la question de comment est-ce qu'on transforme un actif informel en capital. Et ça revient à la question de la confiance interpersonnelle dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez les gens n'ont pas confiance, etc. Ben oui, ils n'ont pas confiance parce qu'on ne reconnaît rien. Vous voulez lui acheter son terrain, vous allez l'acheter à 20% du prix parce qu'il n'a pas de titre. Et il n'a pas de titre, donc il ne peut pas nantir son terrain, donc il ne peut pas emprunter à la banque pour acheter un tracteur, donc il ne peut pas améliorer ses rendements. Donc on rentre dans un tas de... Et Hernando de Soto fait des développements très intéressants sur la Tunisie et le printemps arabe, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut regarder de près. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut, ce dont on a besoin, j'ai dit on a besoin des chercheurs, on a surtout besoin de citoyens lobbyistes. On a besoin que les citoyens mettent leur nez là où ça ne les regarde pas. C'est la seule façon dont les choses vont avancer dans ce pays. C'est pas, je suis en désaccord avec vous, c'est Arsbi, je ne crois pas qu'il y ait un grand soir et qu'on va faire, qui serait utile ou là, efficace de faire de dire ça, et demain c'est l'Assemblée constituante, et après-demain c'est la monarchie parlementaire, et on va... Non, on discute. Et du jour au lendemain, tout va aller mieux parce qu'on va prendre les bonnes décisions. Les meilleures performances économiques de la Tunisie, c'était les années juste avant le printemps arabe. Depuis que c'est un régime parlementaire moniste, comme je l'ai dit tout à l'heure, les performances économiques sont moindres, il faut le dire. Elles sont difficiles. Donc la transition démocratique, elle a un coût. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui amène de la valeur ajoutée en soi. Ça a un coût. Il faut le faire, mais il faut le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en marchant sur les deux pieds. Sécurité économique, démocratisation. Il faut que les deux aillent de pair. Donc pour ça, on a besoin de citoyens lobbyistes qui vont aller faire ce travail d'enzyme, qui vont aller attaquer là où il y a de la rouille, attaquer, que ce soit dans les régions très loin, ça peut être à Jarada, ça peut être à Draat Filel, ça peut être ailleurs. Il faut que les citoyens, et là on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on était dans le paradigme de la société pyramidale, hiérarchique, avec des médias, des syndicats, des partis politiques, idéologiques, etc. Et aujourd'hui, on passe à un autre modèle, un modèle horizontal. Je ne vous refais pas tout le film sur le digital, les réseaux sociaux, etc. Mais ça a un vrai impact sur la manière dont fonctionnent les choses. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de proposer aux gens? On leur dit, oui, au Maroc, ça y est, on va créer de l'État-providence. Au moment où l'État-providence est un modèle en crise dans le monde entier. Et nous, on va commencer à le créer. On va créer des droits, et le risque, c'est qu'on crée des droits et qu'il n'y ait pas de réalité derrière, que ce soit juste des droits théoriques et pas des droits concrets, réels. Et c'est un peu ce qui se passe dans certains secteurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, donc l'État-providence. Deuxième problème, la démocratie représentative. Et ça, c'est un peu le symptôme dont je parlais, c'est que on veut aller, au moment où la démocratie représentative est en crise à cause des réseaux sociaux, à cause du modèle, à cause de... Maintenant, on veut le faire. Mais on veut le faire sans voir en réfléchissant en statique. On ne veut pas réfléchir en dynamique et voir que peut-être qu'il faudrait leapfrogger et aller vers un autre modèle. C'est ça le grand problème. Donc je crois que le vrai chaînon manquant dans toute cette histoire, c'est le citoyen lobbyiste qui est capable d'agir comme une enzyme et de se mettre dans les interstices et de faire remonter de l'information autant que faire se peut. Et je crois que que ce soit le système économique ou le système politique doit suivre. En la matière, la société est en avance sur l'État, la société est en avance sur les partis politiques, la société est en avance sur les médias, la société est en avance sur les oulémas, la société est en avance sur les enseignants. Dernière chose, tu as décrit une solution pour le problème de l'éducation. Mais le problème, c'est qu'il va falloir... Ça c'est l'idéal, la cible. Mais pour atteindre cette cible, il y a une phase de transition et dans laquelle il faut non seulement que le système auquel tu veux aller soit supérieur à la situation antécédente, mais qu'en plus il soit supérieur des coûts de la transition.
les coûts de la transition, c'est il faut dédommager les perdants. Aide les gens, aide les enseignants à qui tu vas expliquer qu'ils ne sont pas au niveau, ils étaient les derniers de leur classe. Comment tu fais pour les évacuer du système? Comment tu fais pour avoir un traitement social de cette question-là? Je pense que tu as réfléchi à la question, mais c'est fondamental pour non seulement évaluer les coûts, les enzies, voilà, les enzies. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura de réussite que collective, donc il va falloir qu'on travaille. Il y a du boulot. Merci.